Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés avec la suite aujourd'hui de notre série autour de la migration. On va en particulier s'intéresser à l'immigration en Belgique en essayant de bien prendre la mesure du phénomène, de clarifier les chiffres. Et vous allez le voir, c'est pas si simple, de rappeler que la migration, ce n'est pas que l'asile, bien au contraire. Et pour tout cela, on va commencer par aller se balader dans les rues de Bruxelles à la rencontre de citoyennes et de citoyens. Et on va le faire en compagnie de Sarah Pousset. La première, les clés. Quand on parle de migration, on constate souvent un grand écart entre la réalité des chiffres et la perception de la population. J'ai donc été confrontée quelques données à Bruxelles, dans le quartier de la Chasse, un quartier assez multiculturel de la commune d'Etterbeek. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous déranger une petite minute? Je fais un petit reportage pour la RTBF en radio. Parlons d'abord des personnes étrangères qui n'ont pas la nationalité belge. Quel pourcentage ces étrangers représentent dans la population en Belgique? Je dirais peut-être, 20%, 20, 25%. 20%. Mais je sais que c'est assez important. 10. Je dirais rien que pour Bruxelles, je pense qu'il y a déjà au moins 50% qui n'ont pas un passeport belge. Je sais pas trop, je dirais entre la quarantaine et la trentaine. En fait, on a 13%. 13 Ouais. C'est pas beaucoup. Ça t'étonne? Oui, on dirait plus. Mais c'est vrai qu'ici dans le quartier, c'est beaucoup. C'est peut-être pour ça que je dis ça. C'est une perception, vous voyez, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'étrangers. Mais bon, je suis pas en trim immigration. J'ai l'impression qu'on voit quand même beaucoup de non-francophones ou d'autres cultures et d'autres pays, donc oui. J'ai visé trop grand. Il faut dire aussi que ce chiffre de 13% est une moyenne belge, car pour la commune d'Etterbeek où je me baladais, eh bien cette donnée est effectivement bien plus élevée. 55% de la population etterbeekoise est née à l'étranger, ce qui en fait la 5e commune qui compte le plus de personnes nées à l'étranger. Allez, concentrons-nous à présent sur les pays d'origine, d'où émigre-t-on majoritairement vers la Belgique. Je me dis peut-être l'Ukraine pour le moment, avec ce qui se passe, il doit y en avoir pas mal. Pologne, Roumanie, Turquie. Ouais, je dirais la Syrie, l'Afrique, un peu quand même, l'Afrique du Nord surtout, l'Afghanistan. D'Afrique quoi. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Congo, le Sénégal, la Guinée. C'est sûrement des pays de l'Union européenne, je dirais. En tout cas, à Bruxelles, je sais que une des plus grandes communautés étrangères, c'est les Français. Voilà donc pour cette petite prise de température, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui le sont moins dans ce qu'on vient d'entendre. Et on s'est dit que ce serait pas mal du coup de faire un grand exercice de pédagogie sur tout ça. On va le faire avec Baptiste Tupin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste migration à la rédaction, on peut le dire comme ça. Vous suivez ce dossier depuis de nombreuses années maintenant. Et on va voir avec vous que c'est pas forcément évident d'avoir une image claire du phénomène en Belgique. On va peut-être d'abord regarder la population qui vit en Belgique. Quelle est, Baptiste, la part d'étrangers, donc de personnes qui aujourd'hui n'ont pas la nationalité belge, mais qui vivent quand même sur notre territoire? Alors si on prend l'ensemble de la population belge, les derniers chiffres au 1er janvier 2023, on avait une population de 11 700 000 personnes qui résident en Belgique, dont près d'1 600 000 étrangers. 1 600 000 étrangers en Belgique, cela fait 13% de la population qui est aujourd'hui étrangère. Et ce sont des chiffres de Myria, le Centre fédéral d'observation de la migration. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas du tout la nationalité belge, mais qui résident pourtant chez nous. On sent bien quand même que ce critère, il ne suffit pas à prendre pleinement la mesure du phénomène. Est-ce qu'on pourrait alors élargir un peu et qualifier comme immigrés des personnes qui sont nées à l'étranger,
mais qui, pour certaines d'entre elles, peut-être sont devenues belges entre-temps, ce qui élargit évidemment un peu le spectre. Alors, si on prend ce critère-là, les personnes nées à l'étranger qui résident en Belgique, cela fait 17,7% de la population, avec de très fortes disparités entre les régions. Si on prend Bruxelles, par exemple, là, on a 46% de la population qui est née en dehors de la Belgique. En Wallonie, c'est 15%. En Flandre, c'est 13% de la population qui est née en dehors de la Belgique. Bon, ceci dit, dans les rapports officiels, Baptiste, certains chiffres élargissent encore la catégorie de ceux qui ne sont pas considérés tout à fait comme des Belges d'origine belge. Oui, donc on parle ici des personnes qui ont une origine étrangère, c'est-à-dire qui sont nés étrangers ou de parents étrangers. L'un ou les deux parents, ça n'a pas d'importance pour ce critère. Bref, des Belges qui ont une histoire migratoire récente qui remonte à une génération maximum. Selon Myria, il y aurait 2 500 000 Belges d'origine étrangère. Cela représente 21% de la population, une personne sur 5. Donc si on reprend nos 11 700 000 résidents belges, on avait donc 13% d'étrangers, 21% de Belges d'origine étrangère, ce qui nous fait 66% de Belges d'origine belge. Bref, si on résume ça, 2 tiers de la population est considérée d'origine belge, le tiers restant est étranger ou d'origine étrangère. Bon, et si on regarde un peu les pays d'origine de ces personnes, qu'est-ce que ça donne, Baptiste ? Alors, sur les 13% de personnes étrangères, il y a d'abord des Français, des Italiens, ensuite des Néerlandais. En 4e position, on retrouve des Roumains. Donc, les 4 premières nationalités représentées chez nous sont originaires de l'Union européenne. Et en 5e position, on retrouve des Marocains. Ok, donc ça, c'est pour les personnes étrangères, donc qui n'ont pas du tout la nationalité belge. Si on élargit maintenant, comme on en parlait tout à l'heure, à tous ceux qui sont nés avec une première nationalité autre que la nationalité belge, alors là, ça donne quoi ? Oui, donc parmi tous les Belges nés étrangers ou de parents étrangers, on a dans le top 5 des nationalités, et on voit que ça change un peu la donne, 1, le Maroc, 2, l'Italie, 3, la France, 4, les Pays-Bas et 5, la Turquie. Et là, on voit dans ces chiffres-là, évidemment, trace de l'histoire migratoire récente de notre pays et le fait qu'on a ouvert les bras aussi, à un moment donné, à une main-d'œuvre étrangère originaire d'Italie, du Maroc et de Turquie il y a quelques dizaines d'années. Alors, maintenant que l'on a une idée un peu précise de la part d'immigrés ou de personnes d'origine immigrée dans notre pays, on va passer maintenant à la politique d'asile et de migration en Belgique, c'est-à-dire aux critères que fixe notre pays pour les étrangers qui veulent y entrer. Alors, Baptiste, première question tout d'abord, quels sont aujourd'hui les principaux motifs qui font que des étrangers viennent frapper à la porte de la Belgique ? Oui, on va parler ici des personnes qui ont effectivement obtenu le droit de séjourner légalement en Belgique pour plusieurs motifs. Le premier motif qui justifie l'octroi du séjour en Belgique, et de très loin, c'est la famille. Des séjours courts, longs ou définitifs pour retrouver des membres de sa famille, pour s'installer avec eux ou pour leur rendre visite. C'est donc le premier motif d'immigration en Belgique. C'est ce qu'on appelle le regroupement familial notamment. Ensuite, il y a toute une série de motifs économiques qui peuvent justifier une migration vers la Belgique, des séjours pour venir travailler majoritairement ici ou encore pour venir étudier. Donc d'abord la famille, puis ces motifs économiques, et puis seulement après, on retrouve des motifs de type humanitaire, tels qu'une demande de statut de réfugié. C'est ce qu'on appelle l'asile. Or, bien souvent, y compris dans les médias, on parle essentiellement de cette migration-là. Les demandes d'asile des personnes qui fuient un pays pauvre, instable, où ils sont persécutés. C'est par exemple l'image du Syrien ou de l'Afghan qui doit traverser la mer Méditerranée ou qui arrive par la route des Balkans. On parle bien moins souvent de ces personnes qui viennent ici pour travailler ou retrouver des membres de leur famille qui constituent pourtant la majorité des migrants en Belgique. Bon, mais là, on va regarder quand même qui vient demander l'asile, maintenant chez nous en Belgique. Là, ce ne sont plus évidemment des Français, des Néerlandais ou des Italiens, dont on parlait tout à l'heure, qui arrivent en tête. De quel pays viennent ceux qui viennent chercher, au fond,
la protection de notre pays? Forcément de pays plutôt instables. Ces données-là, on les trouve sur le site du CGRA, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides. C'est l'instance qui va examiner les demandes d'asile et décider si oui ou non, une personne a bien le droit de recevoir un statut de réfugié, une protection de la part de la Belgique. Si je prends les chiffres du mois dernier, les plus récents, octobre 2024, les nationalités qui ont le plus demandé l'asile en Belgique, et ça ne va pas vous surprendre, il y a d'abord des Syriens, ensuite des Palestiniens et puis des Afghans. On retrouve aussi des personnes de nationalité turque, érythréenne, congolaise, bref, on l'a dit, des régions plutôt instables, voire carrément dangereuses ou en guerre. On précisera aussi que les demandes de protection émanant de l'Ukraine ne sont pas reprises dans ces chiffres de demande d'asile, car les Ukrainiens ont bénéficié d'un statut particulier, mais en 2022, au moment où a éclaté la guerre en Ukraine, c'est évidemment la nationalité ukrainienne qui a été la plus largement représentée parmi les personnes qui ont bénéficié d'une protection en Belgique. Et alors, pour vous donner une idée du nombre de demandes totales d'asile sur une année, ici, l'année en cours, par exemple, on est à 32 000 personnes qui ont introduit une demande d'asile en Belgique, qui sont donc arrivées sur le territoire belge et qui disent « Moi, je veux obtenir le statut de réfugié ici ou je veux bénéficier d'une protection temporaire ou définitive. » Donc ça, c'est ceux et celles qui arrivent et qui font la demande. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs des demandeurs d'asile. Et est-ce qu'on sait alors du coup, Baptiste, quelle proportion va effectivement obtenir cette protection, un statut de réfugié ou de protection internationale sur base de cette demande d'asile? Oui, on a même une idée assez précise de cette proportion. Le CGRA fait depuis plusieurs années un effort de transparence très important, notamment pour des raisons politiques, cette transparence qui permet de mieux comprendre les flux migratoires. Et le CGRA donne un taux de protection moyen. Donc la probabilité en fait d'obtenir effectivement le titre de réfugié quand on vient le demander à la Belgique, ce taux il est assez stable d'année en année. Il oscille entre 45 et 50% selon les années. Donc, une demande d'asile sur 2 environ est acceptée ou refusée. On était à 34% en 2019-2020. C'était les années Covid, des années où le taux était particulièrement bas. Mais on était à 50% en 2017, juste après la vague migratoire syrienne. Actuellement, on est à 43,5% de taux de reconnaissance. Mais donc, on voit que c'est plutôt stable, même s'il y a quelques différences d'année en année. Mais les plus grosses différences, on les retrouve évidemment en fonction des pays d'origine des demandeurs d'asile. Les Afghans, par exemple, sont reconnus réfugiés à 33%. 33% des demandes d'asile émanant d'Afghanistan sont acceptées. Les dossiers des Érythréens sont reconnus à 90% en Belgique. Même taux environ pour les Syriens. Tout dépend de la situation du pays d'origine. Et on voit avec la Syrie que cela peut changer très vite, puisqu'il est aujourd'hui question de revoir éventuellement les critères de reconnaissance des Syriens, puisque le régime a basculé sur place. En tout cas, on a suspendu les demandes pour l'instant. Et puis, il y a aussi des pays avec des taux de reconnaissance quasiment nuls, voire nuls. Je voyais par exemple que aucun Moldave qui avait demandé l'asile en Belgique n'avait obtenu le statut de réfugié en 2022-2023. Oui, puisque du côté du CGRA, on va scrider un petit peu la situation, la stabilité des pays, d'où viennent ces personnes, et la région même bien précise, parfois à l'intérieur du pays, pour savoir si oui ou non cette personne a raison de demander une protection et si elle peut l'obtenir chez nous. Avec des critères très clairs qui sont fixés par la Convention de Genève. Donc, certains d'entre eux, à peu près la moitié ces dernières années, va obtenir un statut de réfugié ou de protection. Et finalement, ça donne droit à quoi? Une fois que ces personnes ont obtenu cette protection, elle leur donne droit à quoi, Baptiste? Tout d'abord, à un séjour légal. Ça donne un titre de séjour en Belgique. Donc, tant qu'on est en demande d'asile, on a droit à un séjour. Mais là, à ce moment-là, on est fixé sur son sort et on dit vous pouvez désormais résider légalement en Belgique avec une carte d'identité, qui n'est pas une carte d'identité belge, mais une carte de séjour. Et puis, on est
dans les grandes lignes, assimilé à un citoyen belge, ce qui veut dire qu'on peut prétendre à toute une série d'allocations. On peut penser, par exemple, aux revenus d'intégration sociale qu'on peut aller solliciter auprès du CPS de la commune dans laquelle on est enregistré. Donc ça, c'est quand on bénéficie du statut de réfugié. Et on a compris qu'il y avait un examen très précis qui était fait avant de donner ce statut, pour ne le donner qu'à des personnes dont on estime que vraiment elles sont en danger dans leur pays. Mais que deviennent alors les autres, Baptiste? Donc ceux qui sont arrivés dans notre pays pour demander l'asile, mais à qui cela a été refusé. Où est-ce qu'ils vont ? Alors, d'abord, on précisera qu'il y a toute une série de recours possibles, des procédures qui permettent de redéposer une demande d'asile, de la réexaminer pour être certain qu'il n'y a pas eu une erreur dans le refus. Mais théoriquement, lorsque tous les recours sont épuisés, les demandeurs d'asile déboutés, c'est comme ça qu'on va les qualifier, ils reçoivent un ordre de quitter le territoire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus séjourner en Belgique. Et cet ordre de quitter le territoire, il n'est pas nécessairement, même très rarement, appliqué tout de suite par les autorités belges. C'est le demandeur d'asile débouté qui est censé respecter cet ordre de quitter le territoire. Donc, on voit là qu'il y a une différence majeure entre la volonté qu'une personne quitte le territoire et l'effectivité de cet ordre de quitter le territoire, ce qui pose toute la question de la problématique de la politique de retour. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les personnes vont effectivement quitter le territoire ? Certains le feront de manière volontaire, certains seront incités à le faire de manière volontaire, et toute une politique là-dessus. Et puis, il y a des retours forcés également, mais cela ne concerne qu'une minorité de gens. Et donc, tous les autres, eh bien, ils entament en général, à ce moment-là, une existence sans réelle reconnaissance administrative dans le pays. Ils ne sont plus en ordre, ils séjournent, certains disent illégalement, d'autres disent qu'ils ne sont plus en ordre administrativement. En tout cas, c'est ce qu'on appelle les sans-papiers, ces personnes qui n'ont plus d'existence administrative dans le pays. Et donc, forcément, on n'a pas de statistiques précises sur ces personnes-là. Mais les estimations parlent de plus de 100 000 personnes, 115 000, 130 000 personnes selon les estimations. Mais donc, ça fait quand même énormément de monde qui est dans cette situation administrative compliquée. Oui, de personnes qui sont présentes en Belgique sans existence légale, un peu sous le radar, mais qui pourtant contribuent d'une certaine manière à l'économie belge. Ben oui, même si elles n'ont pas le droit d'être ici, ces personnes vivent souvent sur le territoire belge pendant de très longues années, depuis très longtemps. Et s'ils y vivent depuis très longtemps, c'est qu'ils ont effectivement des moyens de subsistance, puisqu'ils n'ont droit à aucune aide financière de la part de la Belgique. Et donc, ça veut dire qu'ils travaillent, qu'ils ont trouvé un moyen de gagner leur vie. Donc, forcément, c'est au noir dans la toute grande majorité des cas. Ça crée donc une économie parallèle avec tous les risques de fraude, mais aussi d'exploitation de ces personnes qui y sont liées. Et c'est en général l'un des grands arguments pour plaider pour une régularisation de ces sans-papiers, donc reconnaître un droit de séjour, une existence administrative à ces personnes qui n'ont plus le droit d'être sur le territoire belge. Voilà donc pour le panorama que l'on peut faire de la situation de la migration d'abord de manière générale et puis plus spécifiquement de l'asile et de la politique d'asile de notre pays. Mais on va en venir maintenant à la gestion politique de ces questions avec une constante, il faut bien le dire, sur ces dernières législatures. Le projet politique a été surtout de dissuader autant que possible les migrants de venir frapper à la porte de la Belgique. Petit morceau choisi de ministres en charge lors des 3 dernières législatures. We moeten vanaf het begin duidelijk zijn. On doit être clair dès le départ. La Belgique n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Mon message est clair. Nos procédures sont courtes. Si le demandeur est débouté, le retour est inévitable. Als asielzoeker of in eender welke procedure, dan is de terugkeer onvermijdelijk. On doit fermer la possibilité de demander l'asile après une route migratoire illégale. C'est vraiment important pour mieux contrôler, qu'on a des frontières mieux contrôlées. Aujourd'hui, dans nos centres d'accueil en Belgique, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas leur place là-bas, par exemple parce qu'ils ne sont pas des réfugiés, ils ont quitté leur pays purement pour des raisons économiques.
Voilà, dans l'ordre, vous aurez peut-être reconnu Maggie de Bloch, et puis Theo Franken et Nicole Demore. Alors, Baptiste Tupin, on va commenter un tout petit peu tout ça. D'abord, sur le choix des mots, on parle d'un pays de lait et de miel. On a souvent entendu ça dans la bouche de Maggie de Bloch, de Theo Franken aussi, de dire il faut renvoyer le message que la Belgique, ce n'est pas un pays de lait et de miel. D'où est-ce que ça vient, cette expression ? Ça vient d'un imaginaire collectif qui semblerait dire que lorsqu'on arrive en Belgique, tout est possible comme demandeur d'asile ou comme migrant. Et c'est un double message. Il y a un message d'abord à l'électorat, montrer une forme de sévérité à l'égard de ces populations qui arrivent en Belgique, mais aussi un message à l'égard des populations migrantes elles-mêmes, avec d'ailleurs dans le chef de ces différents secrétaires d'État qui se sont succédés, mais également auparavant, puisque Melchior Wathelet faisait déjà ça, parfois des voyages dans certains pays d'origine des demandeurs d'asile, où il y a des formes de campagne de dissuasion qu'on peut voir de deux façons. Soit on estime que c'est un message de sévérité, et de sévérité aussi bien à l'égard des électeurs que de ces personnes migrantes ou candidats à la migration, soit on se dit que c'est une vision assez pragmatique, c'est-à-dire que les personnes dont sont originaires ces pays ont un taux de reconnaissance très faible de leur dossier et que donc il faut à tout prix les dissuader d'entamer un voyage souvent dangereux et en tout cas toujours très coûteux pour les personnes qui décident de l'entamer. Donc ça, c'est le message qui est souvent envoyé, y compris en allant le dire dans les pays d'où proviennent ces personnes qui veulent migrer vers notre pays. Ou avec des campagnes qui sont par exemple faites sur les réseaux sociaux quand le ministre ne peut pas se déplacer directement en personne. C'est parfois d'ailleurs bien plus efficace où on touche plus de personnes avec les réseaux sociaux que par des déplacements diplomatiques. Mais donc on pourrait traduire la politique menée pas seulement par le gouvernement précédent, mais aussi par les autres gouvernements avant celui-ci, par cette idée qu'on doit essayer absolument de freiner le plus possible le flux des personnes qui arrivent chez nous, à la limite sans même se préoccuper de savoir quelles sont les raisons qui vont les amener à venir en Belgique. Envoyez surtout ce message, ne venez pas en Belgique, sauf si c'est absolument nécessaire. Oui, une fois de plus, parce que c'est un double message, aussi bien à l'électorat qui est plutôt réticent à voir plus de migrants en Belgique, un certain électorat en tout cas, aux populations de départ, aux populations candidates à la migration. Un petit mot justement sur ce qu'on peut dire de la ligne conductrice. Est-ce que les 3 ou 4 derniers gouvernements ont mené presque la même politique en matière de migration ? Oui, avec des accents plus sévère, par exemple dans le chef de Theo Franken, mais on voit qu'on est souvent plus dans du déclaratif, de la déclaration politique, que dans de véritables politiques différentes, parce que quand on regarde les chiffres d'entrée et de sortie des migrants, ces chiffres-là sont restés stables, avec encore parfois l'accent mis, par exemple, sous la politique de Theo Franken, un peu plus sur l'expulsion des personnes déboutées en Belgique. Mais ici, sous la politique de Nicole Demore, par exemple, il y a eu une plus grande sévérité en matière d'accueil des demandeurs d'asile, puisque théoriquement un demandeur d'asile, lorsqu'il arrive en Belgique, il a droit à être logé et nourri souvent dans des centres collectifs, et on voit depuis 2 ou 3 ans une véritable crise de l'accueil avec un refus systématique et assumé de l'accueil pour les hommes seuls demandeurs d'asile. Oui, donc ça, c'est une des caractéristiques de la législature écoulée, c'est que la Belgique a failli à ses devoirs en matière d'accueil des demandeurs d'asile, alors pourtant qu'elle s'y est engagée en souscrivant toute une série de conventions internationales de respect des droits humains. On va peut-être retourner justement auprès des citoyennes et des citoyens que Sarah Pousset a rencontrés à Bruxelles, puisqu'elle leur a demandé justement comment ils voyaient, comment ils jugeaient la politique qui est menée à l'égard justement des migrants en Belgique. Je trouve qu'on n'accueille pas assez de gens et que ça devrait changer. Moi, par exemple, j'aimerais partir vivre dans un autre pays. Je m'attends à être bien accueilli, à être respecté, mais en redonnant de même
Donc autant faire la même chose ici, quoi. Je ne suis pas d'accord qu'on agisse comme ça avec mon argent. Personne ne quitte son pays par plaisir et tout le monde a le droit d'habiter quelque part correctement. C'est surtout le rejet qui fonctionne et ça, je trouve ça, c'est tellement facile. Allez hop, débarrassez-moi, je veux pas voir. Alors que c'est des êtres humains comme nous et qu'ils ont droit à une vie correcte et honorable, quoi. Je comprends pas. Le ressenti n'est pas du tout accueillant. Surtout vis-à-vis des populations qui viennent de pays dans lesquels les conditions sont tout à fait justifiées pour justement émigrer vers l'Union européenne ou par ici. Donc moi je trouve que justement la politique migratoire depuis 10 ans en Belgique est, je ne sais pas utiliser quel mot pour ne pas être trop fort, mais en tout cas inhumaine et certainement pas appropriée à la hauteur de l'enjeu. Mais je pense qu'on est plus ouvert et plus accueillant que parfois ce qu'on entend dans les médias par rapport à telle position des partis d'extrême et compagnie. La politique migratoire, c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer et que dans la mesure du possible, j'ai aussi l'impression qu'en Belgique, on est accueillant et en tout cas, moi je suis pour, donc j'espère qu'on fait tout pour que ce soit le cas. On fait au mieux, mais c'est pas terrible. Hein. On les aide pas à s'intégrer. Et ça se voit déjà sur les anciennes populations qui ont immigré, ne serait-ce qu'à Bruxelles. Il y a encore plein de gens qui parlent ni l'une ni l'autre. Et quand même, la langue, c'est quand même un facteur d'intégration. Petits échos bruxellois, donc plutôt sévères justement sur une politique qui ne serait pas assez accueillante, ce qui tranche un peu avec ce qu'on peut entendre du climat général sur la migration. Ça montre aussi, en conclusion, Baptiste, qu'en fonction d'où on est, de si on connaît ou pas un phénomène migratoire près de chez soi, on n'a pas forcément le même regard. Oui, on a vu au tout début de l'émission que c'est plutôt à Bruxelles qu'on connaît le plus haut taux d'étrangers dans la région par rapport aux autres régions, et donc effectivement être confronté ou pas à l'immigration régulièrement peut tout à fait changer le regard sur ce phénomène. Un petit exemple, on a connu de nombreuses communes qui se sont opposées dans un premier temps à l'installation d'un centre pour demandeurs d'asile. Eh bien, après qu'il se soit installé, on voit en général que les opinions changent, ce qui ne retire rien au fait qu'il y a de véritables difficultés, véritables défis en matière d'intégration notamment. Et ces défis d'ailleurs, on en parlera dans la suite de cette série puisque je vous le rappelle, ce numéro s'inscrit dans un développement en 4 épisodes sur la migration. Notre premier numéro était consacré à l'Europe forteresse et dans le numéro suivant, on verra pourquoi c'est l'extrême droite qui semble de plus en plus donner le la de la politique migratoire dans les pays occidentaux, même quand elle n'est pas au pouvoir. Alors, cette extrême droite surfe-t-elle sur des peurs qui vivent dans la population ? Ou bien vient-elle créer et alimenter ces peurs autour de la migration ? Ce sera le menu de notre prochain numéro. Celui-ci était réalisé par Laurent Nélissen, avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci à Baptiste Tupin pour tout ce travail fouillé et minutieux. N'hésitez pas à aller découvrir les autres épisodes de cette mini-série consacrée à la migration et à les partager autour de vous.